On va parler de toutes ces interrogations avec notre invité Thomas Sotinel. Bonjour, vous êtes journaliste au Monde. Merci beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. On comprend déjà que c'est un bouleversement pour tout le secteur, cette annonce de rachat. Oui, c'est certainement l'un des plus grands tremblements de terre qui est connu à Hollywood ces dernières années, plus important encore que le rachat de la Fox par Disney, par exemple, qui avait marqué déjà un passage à un stade supérieur de la concentration. Là, c'est différent puisque ce ne sont pas deux acteurs du secteur qui se rapprochent, c'est un acteur extérieur au système des studios hollywoodiens, Netflix, qui acquiert l'un des plus prestigieux et l'un des plus importants studios de cinéma. Et ça reste un studio de cinéma puisque Warner, cette année, a connu des succès marquants avec de vrais films comme Sinners ou Une bataille après l'autre. Et on se demande ce qui va se passer puisque Netflix a toujours fait profession de ne pas considérer la salle comme un élément essentiel de la vie d'une production, d'un film. Le co-créateur d'ailleurs de Netflix déclarait en 2014, les gens ne s'intéressent pas aux classiques. Et là, c'est l'inverse qui se produit puisqu'ils sont capables de débourser une telle somme pour finalement acquérir, vous venez de le dire, ce prestigieux catalogue de la Warner. Alors, les gens ne s'intéressent pas aux classiques, c'est sans doute vrai, en tout cas c'est une petite minorité de gens qui vont s'intéresser au fond de catalogue de Warner, qui, par ailleurs, il faut le signaler, comprend aussi celui de la Metro-Goldwyn-Mayer des années 30 et 40, c'est-à-dire Le Magicien d'Oz, Autant n'emporte le vent, qui ont été rachetés il y a déjà très longtemps. Mais les gens s'intéressent, ça dépend de ce qu'on appelle les classiques. Harry Potter, maintenant, est devenu un classique. Certains films Warner des années 80 et 90 sont devenus des classiques. Je pense aux Affranchis de Martin Scorsese, par exemple. Ça, c'est un fonds de commerce. Et puis, euh, Netflix n'a pas acheté seulement le studio de cinéma, elle achète aussi HBO et son catalogue. Et là, c'est encore un autre secteur de Hollywood qui connaît une concentration sans précédent. La grande rivalité de ces dernières années en matière de séries télévisées, c'était entre HBO, qui après a changé de nom, est devenu Max, HBO Max, etc., et Netflix. Et cette rivalité, elle est réduite à néant, elle va devenir une coordination, exactement ce qu'on a vu en matière de cinéma entre Fox et Disney. Et d'ailleurs, en général, dans ce genre d'opération, la partie qui est rachetée, qui est absorbée, dont on garantit l'identité au moment du rachat, en général, s'étiole et finit par se fondre dans la grande entité que représente l'acquéreur. Il faut rappeler qu'il y a 20 ans, Netflix n'était qu'un simple loueur de DVD. Aujourd'hui, c'est le plus grand service de streaming au monde, hein, avec plus de 300 millions d'abonnés. Quelle est, selon vous, la stratégie que poursuit la plateforme? Alors, il y a la question aujourd'hui est de savoir si cette stratégie est en train de changer. C'est-à-dire, est-ce que Netflix, contrairement à tout ce qu'a toujours professé son dirigeant principal, Ted Sarandos, se dit finalement, la salle, ça peut être intéressant pour autre chose que de faire la promotion d'une production qui sera bientôt en plateforme. Est-ce que Netflix a changé d'avis? Rien ne l'indique pour l'instant, puisque par exemple, le dernier épisode de Stranger Things qui va arriver au moment du jour de l'an sera montré en salle 2 jours, puisque ce dernier épisode dure 2 heures. C'est juste, la salle, c'est juste une vitrine, une manière d'exposer les films pour Netflix jusqu'ici. Peut-être ont-ils changé d'avis, mais l'autre hypothèse, c'est le rachat pour étouffer, pour supprimer un concurrent de tout premier rang. Un concurrent qui non seulement éloigne les gens de leur salon, enfin de leurs appareils sur lesquels ils regardent Netflix, mais qui aussi fait concurrence sur le terrain des séries, de la fiction à Netflix via HBO. Il est possible aussi, il n'est pas même probable, que cette opération ait pour première raison d'être la volonté
de neutraliser un puissant concurrent. Les négociations ont été longues, intenses, des semaines de compétition, notamment avec Paramount, Skydance et Comcast. Dans tous les cas, ça a annoncé une concentration forte à présent à Hollywood. Oui, mais c'est vrai que les deux autres candidats, Paramount et Comcast, avaient des profils très différents. Alors, Paramount vient d'être racheté par David Mm. Ellison, fils de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, une des plus vieilles et plus riches sociétés de la tech. Et Paramount est une firme qui est en cours à la Maison-Blanche, au point d'avoir récemment annoncé qu'elle distribuerait un film dont Donald Trump souhaitait la mise en production. Et par ailleurs, Comcast, qui, qui a un studio, qui détient un studio, en l'occurrence Universal, reste un profil beaucoup plus classique de société, de grandes majors hollywoodiennes. Donc, ce ne sera ni la société issue de la tech, enfin financée par la tech, c'est-à-dire Paramount, et marquée politiquement, ni le studio classique qui continue de produire des films pour les salles, mais c'est Netflix qui est l'acteur qui, depuis qu'effectivement, comme vous le rappeliez, depuis qu'il s'est transformé de loueur de DVD en fournisseur de programmes via l'Internet, est devenu le géant qui bouleverse sans cesse et refaçonne sans cesse le paysage du cinéma. Il faut encore que les autorités financières et légales acceptent cette vente. Ça pourrait prendre 12 à 18 mois. On a entendu les réticences, les inquiétudes s'exprimer. Je vais citer l'association professionnelle qui représente des salles de cinéma aux États-Unis, menace sans précédent pour le secteur mondial de l'exploitation cinématographique, même son de cloche chez le syndicat des réalisateurs américains. Il faut que, pour que le secteur soit dynamique, concurrentiel, qui favorise la créativité et la compétition, ils vont exprimer leurs préoccupations auprès de Netflix. C'est vrai que tous ces développements vont avoir des conséquences, on le disait, sur les salles américaines, mais sur tout le cinéma mondial. Ça ne va pas être circonscrit aux États-Unis. Non, bien sûr. Enfin, en France, Netflix a environ 13 millions d'abonnés. C'est une puissance incontournable. C'est d'ailleurs pour ça que TF1 a récemment conclu un accord avec Netflix par lequel les productions de TF1 seront exposées sur la plateforme. Et on imagine bien que Netflix, si effectivement, comme vous le rappeliez, le processus va à son terme, c'est une question, effectivement, ça la sénatrice Elisabeth Warren rappelait que ça allait complètement à l'encontre de la loi antitrust. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la régulation aux États-Unis dépend des caprices de la présidence. Et c'est vrai que Netflix n'est pas en cours à Washington. Mais si le processus va à son terme, il est bien évident que Netflix redoublera d'efforts pour défaire les réglementations européennes qui préservent les cinémas nationaux, celles qui, en France, d'une part, permet le financement des productions nationales grâce au prélèvement de taxes sur les revenus des producteurs et diffuseurs américains, mais aussi le fameux calendrier des médias qui prévoit qu'un film ne peut pas être mis sur une plateforme au bout de 15 jours après sa sortie en salle. Or, ces 15 jours, c'est le délai favori de Netflix. Greta Gerwig, qui réalise une suite de Narnia pour Netflix, une très très grosse production, a bataillé bec et ongle pour obtenir que son film soit exposé 15 jours dans les salles. Et Netflix a dû plier parce que Greta Gerwig peut se prévaloir du succès de Barbie. Mais en France, qu'est-ce qu'on va pouvoir opposer à Netflix, à sa force, surtout qu'on
constate que les politiques culturelles en Europe sont mises à mal par la crise et par les mouvements politiques. Thomas Soutinier, ce sera ma dernière question. L'objectif de Netflix, c'est de divertir. On a entendu ses dirigeants déclarer: nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à façonner l'avenir de la narration au XXIe siècle. Ce qu'on retient, c'est ce mot façonner. C'est vrai que détenir le pouvoir de la fiction, du divertissement, c'est façonner des sociétés américaines, françaises, européennes, asiatiques, africaines. Oui, bien sûr, et c'est vrai que le pouvoir de Netflix est immense. Pour l'instant, il faut le reconnaître, il l'a utilisé avec beaucoup de modération et de finesse, en s'adaptant, effectivement, quand on regarde, en s'adaptant à chaque pays. Quand on regarde Squid Game, on voit une série coréenne. Quand on regarde La Casa de Papel, on voit enfin, qui n'était pas une création Netflix par ailleurs, mais enfin, on voit une série espagnole. Est-ce que ça va durer? On sait aussi que Netflix veut une uniformisation depuis que, grâce à Squid Game et aussi à Lupin, par exemple, on a découvert, ces dirigeants ont découvert qu'on pouvait faire beaucoup d'argent avec des productions à l'international, pouvait attirer des millions de spectateurs hors du pays d'origine des séries. Donc il y aura forcément une standardisation, et c'est vrai que ce pouvoir est immense et qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur des engagements très flous que prennent les dirigeants de Netflix on ne peut pas se contenter de ces engagements pour la modération de ce pouvoir. Thomas Sotinel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir apporté ces éléments de réflexion et de compréhension. Et donc, on attend de voir ce que va donner ce processus qui va prendre encore plusieurs mois. Il est très